Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 23 novembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Ravi de vous retrouver à la une ce samedi. L'important, c'est la qualité et l'idée qu'on va avoir en amont. Coca-Cola lance sa nouvelle publicité assistée par l'IA et elle ne fait pas l'unanimité. Côté politique, Boucher et Prévost étaient présents au Cercle de Wallonie pour faire le point. Depuis le début de cette semaine, on a repris, j'aurais envie de dire, de véritables négociations. Vous entendrez les deux chefs de parti dans cet épisode. Pour conclure, retrouvez Hamid Faljaoui et son regard décalé sur l'actualité. Z sur 7 à la une. Ce vendredi, Maxime Prévost et Georges-Louis Boucher étaient conviés par le Cercle de Wallonie pour une conférence devant un panel de chefs d'entreprise. Les échanges n'ont pas manqué de piquant, notamment autour du refus de Belfius de financer les villes de Charleroi, Liège et Mons. Face à cette situation, le gouvernement wallon se retrouve dans l'urgence de combler un déficit de 233 millions d'euros et explore activement d'autres solutions. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, se veut rassurant. On les connaît, il y a peu de temps parce qu'effectivement on veut conclure l'accord de gouvernement, mais on n'a pas non plus commencé hier matin. Maintenant il y a différents enjeux, on sait qu'il y a des grands volumes en termes de pensions, on veut avoir un système qui est plus juste, il y a des grands volumes également en matière de soins de santé, mais de façon plus globale. On doit réformer l'appareil de l'État pour dépenser de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on fait jusqu'à présent. L'emploi et les chômeurs de longue durée figurent également parmi les priorités du nouveau gouvernement. Ce dernier annonce une intensification des contrôles, mais avec des moyens financiers réduits. Maxime Prévost, président des Engagés. C'est toujours une question et d'efficacité et d'efficience. La manière d'organiser les services, de pouvoir fonctionner le cas échéant par échantillonnage, d'être dans une démarche où le contrôle a du sens, oui, c'est possible. Ce n'est pas nécessairement toujours en faisant la multiplication des pains au niveau des contrôleurs qu'on aura nécessairement des résultats plus efficaces. C'est aussi une question de méthodologie. Autre sujet sensible, l'Arizona. Cela fait déjà 5 mois sans gouvernement, ravivant de mauvais souvenirs. Cependant, le retour du Voreuil à la table des négociations apporte une lueur d'espoir. Maxime Prévost, toujours. Depuis le début de cette semaine, on a repris, j'aurais envie de dire, de véritables négociations. On est à nouveau à 5 formations politiques autour de la table, avec un esprit constructif depuis le début de cette semaine. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres ne défendent pas avec ardeur leurs convictions, mais on sent, en tout cas, j'espère que le discours que je vous tiens aujourd'hui pourra l'être dans la longueur, qu'il y a une volonté d'être constructif et d'aboutir à un résultat. Les discussions se poursuivent tout au long de la semaine, avec des négociations qui s'intensifieront durant le week-end. Ce lundi, Bart de Wever se rendra au palais pour rencontrer le roi, et il ne fait aucun doute que sa mission sera prolongée. L'objectif des 5 parties est ambitieux, conclure un accord de majorité d'ici la fin de l'année. À suivre. Z sur 7 à la une. Wallonie Entreprendre ressort comme la grande gagnante de la dernière transaction concernant Odoo. Le fonds wallon, parmi les investisseurs ayant accepté de céder une partie de leurs actions dans l'entreprise, réalise une belle plus-value à cette occasion. Christophe Charlot, journaliste Trends Tendance, explique. Puisque c'est une opération secondaire, il y a des tas d'investisseurs qui revendent une partie de leurs actions, et notamment Wallonie Entreprendre et Nochac, qui sont des investisseurs publics wallons, et qui font donc une excellente plus-value, puisqu'ils sont entrés en 2014, et la valorisation d'Odoo a explosé. Avec une valorisation désormais supérieure à 5 milliards d'euros, Odoo est considéré par Wallonie Entreprendre comme le plus bel investissement de l'histoire de l'Invest Wallon. Cette réussite se traduit par une plus-value remarquable de 180 millions d'euros. Olivier Van der Rijst, président du comité de direction de Wallonie Entreprendre. Nous avons effectivement investi 2 millions dans Odoo en 2014, lors de ce qui était en fait la dernière levée de fonds. Pour ces 2 millions, nous avons eu 6% en échange, 6% des actions de la société. En 2019, il y a eu une opération qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire que certains actionnaires en ont vendu à d'autres. On a là racheté pour 2% d'actions d'Odoo pour un montant d'à peu près 8 millions. On avait investi 10 millions
pour 8% du capital de la société. On a aujourd'hui vendu la moitié de ces 8%, donc 4%, et on a dégagé une plus-value de 180 millions. Cette impressionnante plus-value est le fruit du développement exceptionnel d'Odoo. L'entreprise wallonne, qui n'a levé que 12 millions d'euros tout au long de son histoire, affiche une croissance fulgurante. En 2014, elle comptait 130 employés et réalisait un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. 10 ans plus tard, Odoo génère 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 5200 personnes. Grâce à ce succès, Wallonie Entreprendre dispose désormais de ressources supplémentaires pour accompagner d'autres entreprises prometteuses. On a plusieurs priorités d'investissement, qui concernent tant la transition énergétique, la croissance, l'innovation, la transmission d'entreprises, la création d'entreprises, mais évidemment l'innovation technologique et la tech, c'est une de nos priorités. Z sur 7 à la une. Coca-Cola réinvente la magie de Noël avec une touche d'intelligence artificielle. Sa nouvelle campagne publicitaire, déclinée en 45 versions, a été produite en un temps record de 3 semaines. Pour y parvenir, l'entreprise a mobilisé 3 studios, 17 artistes spécialisés en IA et traité pas moins de 18 000 clichés. Cependant, malgré cette prouesse technologique, la campagne suscite des réactions contrastées depuis son lancement. David Grunewald, consultant en intelligence artificielle, tempère les critiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent parce qu'on dit « oui, mais ça sent quand même un peu l'intelligence artificielle, les visages sont pas parfaits, etc. » On en parle dans 6 mois ou dans 12 mois, où la perfection sera à un tel point qu'on ne pourra pas discerner le vrai du virtuel. L'important, c'est la qualité et l'idée qu'on va avoir en amont. Et ça fait partie de l'intelligence humaine qui va apporter cette créativité. Ce n'est pas la première fois que l'intelligence artificielle fait son entrée dans le monde de la publicité. Des marques comme Maybelline ou Toys R Us ont déjà expérimenté cette technologie, démontrant une créativité certaine dans leur campagne. On connaît un phénomène d'accélération potentielle. Ça ne veut pas dire pour ça que tout va être remplacé par l'IA. L'IA, ça reste un outil supplémentaire auquel on peut faire appel. Ça ne veut pas dire pour ça que les productions, les moyens de production traditionnels vont disparaître. Néanmoins, je pense que ça change aussi complètement le processus créatif. C'est que grâce à l'IA aujourd'hui, à partir du moment où j'ai une idée, je vais presque directement voir ce que ça donne en images, en vidéo, et de pouvoir pousser plus loin mon processus créatif, d'aller pousser plus loin mon idée. D'après nos experts, l'intelligence artificielle représente un nouveau terrain de jeu pour les créatifs, plutôt qu'une menace pour la profession. Si la publicité traditionnelle a encore de beaux jours devant elle, elle connaîtra des évolutions, avec la disparition de certains métiers et l'émergence de nouveaux. Bruno Liès, directeur Polaris et consultant média belge. La production même du résultat, photo, vidéo ou musical, puisque c'est possible aujourd'hui, ça peut aller très vite et c'est relativement peu onéreux. Par contre, la préparation de la machine, c'est-à-dire lui faire enregistrer un grand nombre de références, ça prend beaucoup de temps. Donc, in fine, je crois que le budget doit être comparable par rapport à un vrai tournage. Minimum 100-150 000 euros par spot. Pour un spot Coca-Cola en général, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il est prévu d'être décliné partout dans le monde. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Philippe Évrard de Belfius est notre expert boursier aujourd'hui. Découvrez l'indice PMI et la situation actuelle en Europe. Alors les PMI, donc Purchase Management Index, c'est quoi? En fait, c'est un indice qui va aller chercher le ressenti des directeurs des achats des principales sociétés. C'est un indicateur qui est très suivi et donc on a eu les premiers résultats. Et pour tout dire, c'est pas bon. Donc ce PMI varie entre 0 et 100. Généralement 50, on a la moitié. Au-dessus de 50, une économie en expansion. En dessous, une économie plutôt en récession. Et là, cet indicateur des services, ici, donc le PMI des services, est passé de 49 à 45. C'était vraiment une grosse dégringolade. Alors le PMI composite qui fait la moyenne, la partie service, la partie industrielle a également chuté. En Allemagne, ça chute également, dans une moindre mesure. Alors de facto, vous prenez les deux principales économies européennes.
au niveau de la zone euro, cet indicateur a également chuté. D'une certaine manière, ça peut être rassurant pour le job de la Banque Centrale Européenne, qui est toujours dans une logique de baisse de taux directeur, donc de baisse de taux court terme. La prochaine réunion aura lieu le 12 décembre. La question ne va pas être est-ce qu'on va baisser le taux, mais de combien est-ce qu'il va baisser ? La situation en Europe n'est donc pas très positive. Les résultats sont plus encourageants outre-Atlantique. Alors ça, c'est un hasard du calendrier. Ça sortait également cet après-midi au niveau des États-Unis. Et là, par contre, c'est le chemin inverse. Tous les PMI ont progressé. Ils ont même battu les attentes, donc ce qui était prédit par les marchés. Là, par contre, au niveau de la Banque centrale américaine, la Fed, le job va être un peu plus compliqué dans la mesure où, comme l'économie est assez bonne, peut-être qu'elle va être moins encline à baisser son taux directeur. Attention que par rapport à l'Europe, il y a encore cette composante inflation qui fait un peu peur de l'autre partie de l'Atlantique. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Dans son regard décalé sur l'actualité, Hamid Faljaoui aborde les résultats impressionnants de Nvidia qui ont largement éclipsé les dernières actualités, y compris les menaces de Vladimir Poutine. Il s'intéresse également au sophisme de Trump, tout en soulignant l'impact de ces événements sur la perception géopolitique mondiale, notamment en ce qui concerne le risque de guerre nucléaire. Les résultats d'Nvidia éclipsent les déclarations de Poutine ? Oui, effectivement. Alors, on peut être cynique par rapport à la bourse, mais de temps en temps, on peut être étonné. C'est vrai que les regards des indices financiers étaient braqués sur Nvidia, qui est aujourd'hui la plus grande capitalisation boursière mondiale, plus de 3 000 milliards, donc elle a devancé Apple. C'est une boîte qui devait donc annoncer ses résultats trimestriels, ce qu'elle a fait cette semaine, et donc tout le monde était braqué là-dessus, et les résultats ont été au-dessus même des attentes, puisque le profit a accru de 80%. Quand on regarde le cours de bourse d'Nvidia depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, plus 195%, c'est quand même un Big Bang supersonique, si je puis dire. Et quant à la marge, elle ferait rougir Hermès, 74-75%, donc c'est énorme. Et donc, effectivement, ils ont dépassé même les attentes, mais malgré ça, les analystes attendaient encore plus, et donc il y a eu une petite baisse du cours juste après les résultats. Mais c'est pas pour ça que j'en parle, on pourrait se dire que ça, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, la même semaine, je dirais le même jour, vous avez Vladimir Poutine qui s'est senti menacé, notamment par l'autorisation des Américains, donc l'autorisation faite aux Ukrainiens de pouvoir lancer des missiles à longue portée au sein même du territoire russe. Et donc il a dit, je vais revoir ma doctrine nucléaire et donc je vais élargir le champ du recours aux armes nucléaires. Donc c'est quand même pas anecdotique, c'est quelque chose qui nous menace tous. Mais ça a été visiblement considéré comme une sorte de bruit de fond par les analystes financiers qui n'ont eu que des yeux, je dirais les yeux de chimène, les yeux amoureux pour Nvidia, et le reste, c'était l'impression que c'est une sorte de voisin bruyant qui était en train d'écouter Apocalypse Now. Et donc, c'est assez étonnant. On a beau être blasé, c'est quand même assez étonnant. Les promesses de Trump restent à confirmer. Quels sont déjà les premiers effets visibles sur les marchés ? Le consensus, on l'a vu par le passé, lorsqu'il y a un consensus, souvent il a tort. Et ici, il y a un consensus, mais alors quasi unanime, sur les taux d'intérêt, sur la croissance américaine, sur le dollar, sur le bitcoin, sur l'or. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Il y a certains commentateurs qui disent c'est peut-être pas bon signe. Alors l'autre élément aussi qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, Wall Street clairement a voté en faveur de notre ami Donald Trump. Il y a déjà des segments, comme par exemple le secteur bancaire, qui a vu le cours augmenter tout simplement parce que ça fait partie de la politique de Donald Trump, c'est de déréglementer. On oublie juste, à un moment donné, c'est que les banques américaines étaient déjà moins réglementées que les banques européennes. Et donc, si maintenant on déréglemente encore plus, est-ce qu'après-demain, on n'aura pas d'autres soucis ? Et on l'a vu aussi, comme on a mis un responsable, je dirais, anti-vax, on a vu aussi que tout ce qui est industrie pharmaceutique était vers le bas. Mais on a tendance à regarder que le verre à moitié plein et peut-être pas d'autres choses. Par exemple, le fait simplement que la dette publique américaine est quand même de 36 000 milliards de dollars. Alors, certes, ils ont le dollar, mais enfin tout de même, ils remboursent pratiquement 1 000 milliards par an rien qu'en charge d'intérêt.
Et puis il y a dans les raisonnements dans le programme en tout cas de Donald Trump, il y a des sophismes, il y a des fraudes, si je puis dire, dans les raisonnements. Un sophisme, par exemple, typique, il dit qu'il va rendre du pouvoir d'achat à ses concitoyens américains, mais il oublie simplement de dire que s'il augmente les tarifs commerciaux sur les importations, donc la guerre commerciale, la première chose qu'il va faire, c'est augmenter le prix des produits importés, et donc ça va toucher le pouvoir d'achat de ses concitoyens. La même chose, il a nommé Elon Musk, vous en avez parlé ici, en disant il va aller chercher 2000 milliards de réduction d'efficience dans le gouvernement, mais certains analystes ont un petit peu observé, ils se sont rendus compte que il y a un certain nombre de secteurs auxquels on ne peut pas toucher parce que Donald Trump ne veut pas qu'on y touche. Et en fait, s'il arrive déjà à un maximum à diminuer de 1000 milliards de dollars, trouver des coûts ici ou là, ce sera déjà énorme. Et donc, il y a une sorte d'un côté un peu énamouré vis-à-vis de tout ce que fait notre ami Donald Trump, alors qu'il n'est même pas encore à la Maison-Blanche, ce sera en janvier. Et de ce côté-là, il y a quand même le plus grand investisseur de tous les temps, Warren Buffett, qui lui vend ses actions à Apple, Bank of America, et qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'un magot, liquidité de 325 milliards de dollars. Et effectivement, c'est la question que vous posez, c'est la question à $1000 pour cette fin de semaine. Est-ce que lui sait des choses qu'on ne sait pas ? Je n'ai pas la réponse. Et voilà qui referme votre épisode du jour. Demain, retrouvez Peter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, qui évoque le travail de formateur de Bart de Wever. À bientôt dans Z sur 7. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.